Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. En 1907, une petite fille née au Mexique. Elle ne sait pas encore qu'un terrible accident changera sa vie à jamais, ni qu'elle deviendra l'une des artistes les plus fascinantes du XXe siècle. Frida Kahlo a transformé chaque blessure en couleur et a peint sa propre mort avant même de mourir. Voici l'histoire extraordinaire de celle qui a fait de sa souffrance son plus grand art. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une artiste qui a littéralement transformé sa propre douleur en chef-d'œuvre. C'est une histoire incroyable de résilience, de passion et de création à l'état brut. C'est l'histoire de Frida Kahlo. Voilà, cette phrase, c'est la clé de tout. Pour vraiment saisir qui est Frida, il faut se mettre en tête que chaque tableau, c'était comme une page de son journal intime, une confession. Sa vie et son art, en fait, c'est la même chose. C'est impossible de les séparer. Alors, avant de devenir cette icône qu'on connaît toutes et tous, qui était-elle vraiment ? Parce que tout commence bien avant l'art. C'est dans ses premières années qu'elle s'est forgé ce caractère, un caractère d'acier, qui allait lui être, on va le voir, absolument indispensable. Alors, il faut imaginer le décor. Elle naît dans cette maison incroyable, la Casa Azul, la Maison Bleue. Son père est un photographe allemand, sa mère une Mexicaine pleine de passion. Un sacré mélange. Et dès le départ, Frida est un esprit rebelle, elle est curieuse de tout. Et puis, premier coup dur, à 6 ans à peine, la polio, sa jambe droite est touchée. Mais au lieu de la briser, cette épreuve, ça a commencé à forger cette force de caractère qui va la définir pour toujours. Ok, donc pour résumer ses premières années, 1907, elle naît. 1913, la polio, cette première grosse épreuve. Et puis, moment charnière en 1922, elle entre dans une école préparatoire super prestigieuse. C'est là, au milieu de l'élite intellectuelle du Mexique, qu'elle va croiser pour la première fois un certain Diego Rivera. Il est déjà célèbre, elle n'a que 15 ans, et elle n'ignore encore qu'il sera à la fois le plus grand amour et le plus grand tourment de sa vie. Et maintenant, on arrive au moment qui va absolument tout faire basculer. C'est un seul instant, tragique, qui va la pulvériser physiquement, mais qui, et c'est tout le paradoxe, va faire naître l'artiste. 17 septembre 1925. Gravez bien cette date en tête. C'est le jour de la rupture, la fracture. C'est de là, de cette douleur pure, que va naître la Frida Kahlo que l'histoire a retenue. L'accident est d'une violence inouïe. Un bus, un tramway. Une barre de métal lui transperce le corps, la colonne vertébrale brisée en 3. Les médecins sont clairs, elle ne remarchera probablement jamais. Elle est immobilisée pendant des mois. Et là, sa mère a une idée de génie. Elle fait installer un grand miroir au-dessus de son lit. Et ça, c'est le déclic. Le seul sujet que Frida peut observer, des jours et des jours durant, c'est elle-même. Alors, elle commence à se peindre. La tragédie, la souffrance absolue, devient l'étincelle de sa création. Après ça, sa vie n'est plus la même. C'est un véritable tourbillon, un maelstrom de passion amoureuse dévorante, d'engagement politique total et bien sûr une explosion créative absolument unique. Et qui retrouve-t-elle ? Diego Rivera. Lui, c'est déjà une légende, un colosse. Il a 20 ans de plus qu'elle. On les surnomme l'éléphant et la colombe, c'est dire le contraste. Et ce surnom résume tellement bien leur relation. C'est le début d'une histoire d'amour mythique, aussi passionnée que destructrice. Mais attention, il ne faut pas résumer Frida à son histoire d'amour. Elle est aussi profondément engagée en politique. Elle rejoint la jeunesse communiste. Ensuite, elle part aux États-Unis avec Diego. Et ce voyage, au lieu de l'américaniser, va faire l'effet inverse. Ça renforce son identité mexicaine, sa mexicanidad. C'est aussi là-bas qu'elle va vivre des drames terribles, plusieurs fausses couches, qu'elle va, encore une fois, transformer en art. Un art d'une force inouïe. Et justement, cet art, le voilà. Henry Ford Hospital. C'est une œuvre qui est née d'une souffrance intime, physique, insupportable. Et c'est une œuvre qui va littéralement faire exploser les conventions sur la représentation du corps des femmes. Ce qui est radical ici, c'est la franchise, la crudité. Frida ne cherche pas à embellir, à cacher, elle peint tout. Le lit d'hôpital, le sang, les symboles de sa douleur, de sa perte. C'est un tabou énorme qu'elle fait voler en éclats. Elle prend une souffrance que des millions de femmes vivent en silence et elle la met sur une toile, sous les yeux du monde entier. C'est révolutionnaire. Et c'est à ce moment-là que sa voix, si unique, si puissante, commence à résonner bien au-delà du Mexique. Le monde entier va la découvrir.
Mais attention, même avec la reconnaissance internationale, Frida va toujours refuser qu'on lui colle une étiquette. Sa vie, c'est toujours un roman. Elle a une liaison passionnée avec Trotsky, rien que ça. André Breton, le pape du surréalisme, la découvre et la célèbre. Mais elle n'est pas d'accord. Elle lui lance cette fameuse phrase « Je ne peins pas mes rêves, je peins ma réalité ». Et puis c'est la consécration. Une première expo solo à New York, un immense succès. Et juste après, Paris. Le Louvre lui achète un tableau. Imaginez, c'est la première artiste mexicaine du XXe siècle à entrer au Louvre. C'est énorme. Et c'est précisément à ce moment de reconnaissance, mais aussi de grandes tourmentes personnelles, qu'elle va peindre ce tableau. Pour beaucoup, c'est son chef-d'œuvre. Ce tableau, c'est une radiographie de son âme fracturée. Elle le peint au moment où elle divorce de Diego. Et donc elle se dédouble. On voit deux Frida. Celle de droite, avec le cœur intact, c'est la Frida que Diego aimait, en costume traditionnel mexicain. Et à gauche, la Frida qu'il a abandonnée, en robe européenne, le cœur ouvert, à vif. Mais regardez bien, leurs cœurs sont reliés par une artère. C'est génial. Ça montre que ces deux facettes, la femme aimée et la femme rejetée, sont indissociables. Elles font partie d'un tout. On arrive maintenant à la fin de sa vie. Une période où son corps l'a trahi de plus en plus, où la souffrance devient son quotidien. Mais face à ça, sa force de créer, son envie de vivre, vont atteindre des sommets de défi et de courage. Ce tableau, La colonne brisée, c'est peut-être l'une des représentations les plus honnêtes, les plus frontales de la douleur physique de toute l'histoire de l'art. C'est d'une puissance incroyable. Le symbolisme est brutal. Il n'y a pas d'autre mot. Sa colonne vertébrale, c'est cette colonne ionique en train de s'effondrer. Son corps est transpercé de clous qui représentent la douleur, partout, tout le temps. Mais le plus important, c'est qu'il change tout. C'est son regard. Regardez ses yeux. Il n'y a pas d'apitoiement. Il y a un défi. Elle nous regarde droit dans les yeux, comme pour dire « oui, je souffre, mais je suis là et je ne baisserai pas les bras ». On est en avril 1953. Sa santé est catastrophique. Et c'est là, enfin, que le Mexique organise sa toute première exposition solo. Évidemment, les médecins lui interdisent formellement de quitter son lit. Mais bon, on parle de Frida Kahlo, là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle débarque en ambulance. Et elle se fait installer avec son lit d'hôpital, carrément au milieu de la galerie. Elle a passé toute la soirée là, allongée, à rire, à boire, à chanter avec tout le monde. C'est une image tellement forte. C'est le triomphe absolu de sa volonté sur son corps qui la lâche. Une célébration de la vie jusqu'au bout. Elle meurt peu de temps après cet événement. Mais sa mort, en fait, c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est le début de sa transformation en icône. Une icône immortelle. Alors, regardez ce qui se passe après sa mort en 1954. D'ailleurs, son tout dernier tableau s'intitule « Viva la vida ». Vive la vie, quel symbole. Quelques années plus tard, sa maison, la Casa Azul, devient un musée. Puis, dans les années 70, les mouvements féministes la redécouvrent et elle devient un symbole d'émancipation, de créativité féminine. Et finalement, le marché de l'art s'en empare et ses œuvres atteignent des sommets. 5,6 millions de dollars. En 2006, c'était un record absolu pour une œuvre d'art latino-américaine. C'est en quelque sorte la reconnaissance ultime, par le marché, d'un génie qui était bien en avance sur son époque. Finalement, le message qu'elle nous laisse, il est incroyablement puissant. C'est l'idée que nos blessures, nos failles, peuvent devenir notre plus grande force, nos plus belles créations. Elle a montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, et qu'être soi-même, de façon brute et honnête, c'est déjà un acte révolutionnaire. Entre son art si unique, sa résilience incroyable face à la souffrance, sa passion dévorante ou ses engagements, la vie de Frida, c'est un concentré de force. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui, dans son parcours hors norme, résonne le plus aujourd'hui? Frida Kahlo nous a quittés il y a 70 ans, mais son héritage brille plus que jamais. Cette femme extraordinaire nous a enseigné que l'art peut naître de la souffrance, que la créativité triomphe de l'adversité et que l'authenticité vaut tous les conformismes. Elle reste l'exemple parfait que nos blessures peuvent devenir nos plus belles créations. Vous avez aimé découvrir cette figure historique? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.